Tu arrives ici, c'est le calme complet. Les gens sont plus capables de vivre la tranquillité et la quiétude. Ils connaissent plus ça. Mais il faut que tu sois en paix intérieure pour avoir une pourvoirie, parce que si tu n'as pas la paix intérieure, c'est sûr que tu vas paniquer. Puis si tu paniques ici, bien là, ça va pas bien. Comme ça. On va y en mettre un petit peu. On va les réveiller ce matin. La pourvoirie du Lac-Cypress, c'est pas dans le réseau des pourvoiries, c'est pas une très grosse pourvoirie. Sur la Côte-Nord, en termes de dimension de territoire hydro-exclusif, on est pas mal tous dans la même moyenne. Moi, j'ai 53,5 km². C'est pas mal tout comme ça que les pourvoiries sur la Côte-Nord. Il y en a peut-être 2-3 qui sont plus grandes que ça, mais pas plus. Sur les 53,5, j'ai 43 lacs. Quand tu regardes ça à vol d'oiseau, tu te dis oui, il y a 43 lacs, mais quant à moi, il y en a une vingtaine qui c'est des pataugeoires orignales. Tu sais, des lacs à peu près un pied d'eau. Donc, il n'y a pas de pêche à faire à l'intérieur de ça. Puis mes autres bons lacs, bien, tu sais, là, il y a un bon potentiel de pêche. Fait que dans ces lacs-là, bien sûr, il y a de la toute mouchetée. Puis en plus, moi, j'ai la rivière Godbout qui traverse mon territoire, donc présence de saumon atlantique qui, pour l'instant, je n'ai pas encore le droit de le pêcher, mais avec les années, depuis 36 ans, on a fini par régler un paquet de facteurs avec le ministère. Donc, en principe, en 2026, là, si toutes les planètes s'alignent comme il faut, j'aurai le droit de pêcher le saumon. Le gros hit ici, c'est la chasse à l'orignal. Donc, en début de saison, de fin mai à aller jusqu'au mois de septembre, c'est la pêche à la toute mouchetée. Puis ensuite de ça, on tombe dans la période de chasse à l'orignal durant mi-septembre jusqu'à la fin octobre. Il y a deux sortes de pourvoiries au Québec. Il y a des pourvoiries à droit exclusif, puis il y a des pourvoiries sans droit exclusif. Bon. Sur l'ensemble du réseau, il y a à peu près 700 permis de pourvoirie au Québec. Puis dans les 700, il y en a à peu près 150 qui sont à droit exclusif comme la mienne. Tu n'es pas propriétaire du terrain. Les arbres ne m'appartiennent pas. J'ai la gestion exclusive de la chasse et de la pêche. Donc, ça veut dire que quand tu es à l'intérieur de mes limites, si tu n'es pas mon client, tu n'as pas d'affaires ici. Yeah! Oh boy! Regarde ça, attends un peu. Ici, à la pourvoirie, de façon naturelle, c'est de la truite mouchetée. Maintenant, les gens, avec le temps, ils recherchent d'avoir une belle, la belle photo Instagram, ça prend une grosse truite. Donc, finalement, cette année, j'ai eu la chance, puis ça fait longtemps que je travaillais pour ça, d'ensemencer de la grosse truite naturelle. Parce que sur la Côte-Nord, quand on ensemence, on ne peut pas ensemencer de la truite domestique qu'on appelle, mais de la truite naturelle, la souche Côte-Nord. Donc, on a un seul pisciculteur dans la région. Puis là, je viens d'acheter quelques-unes, puis je les ai mis dans un de mes lacs. Fait que les gens, ma clientèle, ils font une pêche normale dans mes lacs normaux. Puis quand ils veulent vraiment dire, Charles, moi, j'aimerais savoir une belle grosse truite, une truite Instagram là, que j'appelle, mais là, je les envoie sur mon lac X, puis ils s'en vont se pêcher de la truite. Puis c'est sûr qu'il y a un frais rattaché à ça supplémentaire, bien entendu, parce que c'est une truite qui me coûte quand même de l'argent à la base. Puis là, bien, maintenant, on s'enligne comme ça. Quasiment une livre et demie.
Et tu sais, de gérer une pourvoirie, là, si tu penses que tu vas chasser et pêcher, oublie ça tout de suite. J'aime ça, bien entendu, de chasser puis pêcher, mais c'est pas ici que je pratique mes activités parce que j'ai pas le temps. C'est que tu fais avoir une pourvoirie, tu fais de tout. La gestion, la plomberie, de l'électricité, de la mécanique. De base, il faut que tu sois débrouillard. Ça, c'est un de mes chalets neufs. Bien, pas neuf, là, il date quand même de là 20 ans, mais à l'époque, ici, là, il y avait. C'était comme l'ancienne base de la pourvoirie, il y avait des chalets partout. Fait que ça, c'est un chalet qui date de 2003. Il y a la vanne de matériaux. Elle est arrivée sur le bord de la rivière, à quelque part sur le bord de la rivière. On a tout traversé les matériaux à la main sur un ponton. Traversé la rivière, puis on a tout rembarqué ça dans des pick-up, comme on dit au Québec. On a tout rembarqué ça dans des pick-up pour monter ça ici encore pendant 23 km. Fait que là, il ne faut pas que tu casses les fenêtres, il ne faut pas que tu crochisses la tôle, il ne faut pas que tu brises rien finalement. Puis après ça, les constructeurs sont arrivés puis ont monté les chalets. Là, je suis rendu avec 1200 watts de panneaux solaires. Tout ça, c'est juste pour faire fonctionner un frigo électrique. Parce que les équipements propane, c'est trop dispendieux maintenant, ça vaut une fortune. Donc, à l'électricité, un frigidaire, tu peux avoir 3 frigidaires électriques pour un frigidaire au propane. Puis, ils ont une grosse capacité, les frigos électriques. Donc, je suis tout en train de convertir. Là. On a fait les premiers tests cette semaine, là, puis ça fonctionne très bien. Fait que là, dans le courant de la semaine prochaine, on va commencer tranquillement à faire les transferts dans les autres chalets. Là. Quand tu as une pourvoirie avec les baux et les permis qu'on a, c'est sûr qu'on est assujetti à toutes les lois de la province de Québec. On n'a pas le choix. J'ai bâti mon chalet neuf, là, 5 ans. C'est sûr que j'ai pas le choix de prendre des contracteurs. Tu n'as pas le choix parce que sinon, tu peux te faire. Il y a un paquet de régies au Québec, là, puis là, tu peux avoir payer des amendes. Donc, tu ne peux pas être autoconstructeur quand tu as une pourvoirie, puis tu peux participer, mais tu ne peux pas dire que je vais bâtir un chalet. Tu n'as pas le choix, il faut que tu prennes des entrepreneurs. Ça, c'est le dernier né de la pourvoirie là, en termes de chalets d'hébergement. J'ai pas une grosse pourvoirie, mais j'avais des chalets pour des petits groupes. Mais à un moment donné, il m'arrivait des demandes de groupes de 5 et plus, de 10 personnes, puis je n'étais pas capable à moi de les mettre dans 2 chalets. Mais ils ne voulaient pas, ils veulent souper ensemble, puis festoyer ensemble, c'est normal, ils sont en vacances. En 2019, quand la route est arrivée, bien là, j'ai dit OK, on se lance dans un gros projet. Fait que ça a pris tout un été au complet, puis on a bâti ce grand chalet-là qui a une capacité d'accueil. Il peut coucher 9 personnes, mais on est facilement entre 9 et 12. 5 et plus finalement, mais on peut se rendre jusqu'à 12 à l'intérieur du chalet pour l'hébergement. Depuis la pandémie, là, qui était pitoyable pour un paquet de facteurs, tous nos chalets ou les équipements que ça nous prend pour opérer, puis c'est la même chose probablement pour n'importe quoi en ville, là, mais ça a tout doublé. Mais ici, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de gestion de main-d'œuvre pour avoir un chalet de cette qualité-là ici actuellement. Là, il y a beaucoup de travail, beaucoup de main-d'œuvre. Monter les matériaux, c'est pas juste acheter un matériel chez Rona, à Bécomo, puis de l'amener à la maison à 2-3 km. Là, c'est qu'il faut que tu gères de l'amener jusqu'ici sans le briser. Puis après ça, il faut que tu l'installes, puis il faut que tu fasses le chalet en tant que tel. Fait que ça a manqué de matériel. Puis en bout de ligne, bien, c'est sûr que, vu qu'on est en forêt, en milieu éloigné, mais on est tout assuré. Là. Un pourvoyeur n'a pas le choix, selon la loi, d'avoir une assurance responsabilité de 2 millions au cas où qu'un client se blesse. Puis en plus, ça, c'est nos biens, ça nous appartient. Donc, la valeur de ton chalet pour un coût de remplacement éventuellement, si un feu de forêt ou peu importe. Donc, puis là, bien, depuis la pandémie, celui-là, il a doublé de valeur en 5 ans. Là. Fait que c'est un pensez-y bien. Là. Pour la gestion de l'eau ici, on pompe l'eau directement du lac avec une pompe à essence qui, elle va remplir des réservoirs qui servent comme le gros réservoir d'eau, un château d'eau finalement, pour pouvoir alimenter le système là, pour tous les chalets, pour qu'il y ait l'eau courante. Quand mes chalets sont pleins, là, 2000 litres d'eau, là, des fois, là, je ne fais pas la journée avec ça. Il faut que je repompe au moins 1 ou 2 fois dans la journée. Fait que là, tu essaies de dire aux gens, regardez, là, faites attention, surtout quand j'ai beaucoup plus de garçons que de femmes dans les chalets. Là. Je dis, les gars, ça vous tenterait-tu d'essayer de... Fait que pour économiser l'eau, parce que ça a un coût. C'est de l'essence, c'est du temps. C'est pas comme... En ville aussi, c'est la même chose. Ça a un coût, puis il y a du temps qui se rattache à tout ça. Mais on perd conscience de ça, parce qu'on pense... C'est un automatisme. On est habitué à ça. Mais ici,
ce que j'essaie de faire, surtout avec la clientèle, des fois, c'est de leur faire prendre conscience comment ils sont chanceux d'avoir les mêmes facilités qu'en ville, mais en forêt. Moi, je suis arrivé ici, j'avais 23 ans. Fait que je sortais de l'université. Fait que là, tu sais rien à 23 ans quand tu sors de l'université en plus. Là, je veux dire, moi, j'ai eu la chance de grandir dans un garage. Là. Mon père avait un garage. Donc, la pauvrerie, c'est mon gros défi parce que j'ai tout. J'ai appris un paquet de choses là, à tous les niveaux, là, relations personnelles, on fait du marketing, on fait de la vente, on fait des relations publiques, pas le choix avec tes clients. Il faut apprendre à gérer certaines personnes. On est quasiment des psychologues en plus à un moment donné parce qu'il y a des gens qui viennent ici, des fois, c'est la panique, là, et ils se trouvent loin de tout. Fait que, puis, qu'est-ce qui est fascinant dans le nouveau monde de la pauvrerie maintenant en plus, c'est que, tu arrives dans mes chalets, là, puis c'est comme à la maison, excuse, je vais le dire en anglais, mais tu rouvres la porte, il y a une switch, tu rouvres la switch, la lumière allume partout, comme à la maison. Tu rouvres le robinet, il y a de l'eau chaude. Mais on est en forêt, là. Il faut comprendre la complexité d'avoir tout ça rendu ici. Et pour les gens de Montréal, pour eux autres, c'est normal. Mais pour moi, ça ne l'est pas. Même qu'assez que je l'apprécie quand je reviens chez nous l'hiver. Il fait froid, j'ai juste à tourner le dimmer, puis je monte la température de la maison. Ici, c'est pas ça, là. Faut que tu mettes une bûche dans le poêle, mais faut que tu aies du bois de chauffage. Fait qu'il faut que tu en coupes. Fait que tu coupes du bois de chauffage. Après ça, tu te lèves aux 3 heures pour en mettre dans ton poêle pour avoir chaud dans ton chalet l'automne. Mais les gens ici, ils sont. Tu sais, les gens de Montréal, les autres, c'est tout. Tu sais, à Montréal ou en ville, on a tous des automatismes. On ne connaît pas ça, la misère. On pense qu'on est dans. Il y en a qui pensent qu'ils sont dans la misère. Pendant tout. Ici, c'est pas de la misère, c'est de la gestion. C'est juste ça. Moi, j'ai développé un paquet d'habilités, un paquet de talents. Je ne suis pas électricien, je ne suis pas plombier, mais je suis capable, par exemple, de challenger toute cette gang-là. C'est sûr et certain, je suis capable. On parle plomberie avec un plombier, c'est sûr qu'il va comprendre ce qu'il va dire. Avec un mécanicien, la même chose. Tu n'es pas professionnel en rien, mais tu as un paquet de talents que tu as développé grâce à la pauvrerie. Quand tu achètes une pauvrerie, c'est sûr qu'au début, tu commences, on passe tout par la même étape, mais là, moi, maintenant, je suis tout rendu avec l'équipement neuf. Ça va beaucoup mieux. Mais c'est sûr qu'il faut toujours que tu aies un inventaire de matériel divers, de toutes pièces, de façon en double ou en quadruple, tout le temps, tu n'as pas le choix. Sinon, parce que sinon, tu serais toujours rendu en ville. Et là, c'est les déplacements. Les frais de gaz et tout ça, l'entretien de ton véhicule, l'usure de tes pneus. Donc, il faut vraiment que tu aies... Il faut limiter le plus possible dans une saison d'aller à Bécomo. Donc, quand tu commences ta saison, tu t'arranges pour avoir un bon inventaire. Puis tu renouvelles continuellement. C'est toujours des au cas où, au cas où, au cas où. J'espère que dans les 10 prochaines années que ça en vient, on va arrêter d'avoir des catastrophes, là, autant la COVID que des feux de forêt ou je sais pas trop quoi. Là, parce que là, les 5 dernières années, honnêtement, c'était compliqué. Là. C'est con, là, on est en forêt, puis on a du temps. On a toute la vie devant nous, les journées sont longues, mais on n'arrête jamais. On n'arrête jamais de travailler, il y a toujours de quoi faire. Il y a toujours comme une routine quotidienne de base que tu ne peux pas te permettre d'échapper, sinon c'est le bordel. C'est l'enfer total. Tu vois, on a pris une journée de congé cette semaine, on était à la pêche là, en famille. Puis en revenant ici, là, il y a toujours un petit quelque chose. Là, ta journée elle commence à... Tu sais, il y en a plus à faire finalement à cause que tu as pris une journée de congé. Tu ne peux pas te permettre ça. En plus, ta clientèle, tu as de la clientèle, puis eux sont en vacances. Fait que les petits problèmes, là, ils ne veulent pas les avoir. C'est toujours, il faut que tu te débrouilles. Donc, il faut vraiment que tu aies une... Avoir une pauvrerie, il y a un mot pour ça, c'est une discipline de vie. C'est pas plus compliqué que ça.